Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, l'émission sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Elius et avec moi Alexandre Caoudal Salut. et Agathe Preslin. Bonjour. Aujourd'hui, on retourne dans l'univers d'objets morbides et attachants de l'animateur tchèque Jan Svankmajer à travers une série de courts-métrages. Je vous propose à présent qu'on rentre dans son petit atelier. Si vous avez manqué notre épisode sur Alice de Jan Svankmajer, une petite piqûre de rappel s'impose sur le bonhomme. Né en 1934, l'artiste se distingue par une pluridisciplinarité. Il touche dans son animation aussi bien à la pixelation, donc l'animation d'objets et de personnages, au papier découpé avec une utilisation de techniques super diverses, qui est à la fois faite de bois, d'argile, de pâte à modeler ou même de crânes vivants et autres animaux squelettiques qui trompent le regard et qui font que devant ces films, on se demande mais comment il a fait ça? Avec sa femme Eva Svankmajer, il a fait partie d'un groupe d'artistes surréalistes à Prague qui a une large filmographie qui s'étend des années 60 jusqu'à aujourd'hui, puisque Alexandre, il me semble que un de ses derniers films que tu as découvert est sorti très récemment et on n'en a pas entendu parler du tout. Il est sorti en 2022, Kunstkamera, alors ouais, qu'il annonçait en 2018 après Insecte qu'il arrêtait le cinéma, ouais. Un artiste encore prolifique avec ses 90 ans, mon Dieu, et qui, pour le meilleur et pour le pire, est influencé effectivement par le surréalisme, mais également par la psychanalyse et par des tas et tas d'autres choses qui traversent son esprit. Donc cette filmographie vaste va être abordée aujourd'hui sous le prisme de ses courts-métrages, mais sachez aussi qu'il est le réalisateur de nombreux longs qu'on vous invite aussi à voir, mais qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder aujourd'hui, peut-être pour un prochain épisode, qui sait. Agathe sera ravie de participer à cet épisode-là, je pense. Mais néanmoins, ces courts-métrages nous fournissent quand même des données pour saisir son univers qu'on avait quand même déjà bien capté avec Alice. Alexandre, Agathe, comment s'est passée cette extension dans le domaine de Svankmajer? Personnellement, mon exploration, je l'ai entreprise de façon assez méthodique, c'est-à-dire j'ai rassemblé autant de courts-métrages que je pouvais. J'ai dû à peu près tout voir, excepté un court-métrage qu'il avait réalisé fin des années 60, je crois, pour une exposition universelle, qui est conservée à la Cinémathèque du Québec, je crois, il me semble, au National Film Board. Et j'ai tout regardé dans l'ordre chronologique de sortie et de production des films, en supposant en fait qu'il y ait une évolution de son travail, ses intérêts pour différentes techniques, pour différents matériaux, et voir aussi quelles inspirations l'attiraient, plus un intérêt pour la littérature gothique, des intérêts aussi pour quelque chose de plus satirique, à partir du moment en fait où il peut réaliser des films sans se soucier trop de la censure soviétique. Il a été contraint d'arrêter de filmer pendant 3-4 ans dans les années 70 à cause du régime. Tout bêtement, j'ai suivi le fil de sa filmographie. Effectivement, tu parles d'une évolution. Je trouve que dans ces films, il y a moins une évolution qu'une prolongation de son travail. Et on aura l'occasion d'en parler, mais je trouve que ces films sont aussi assez étrangement intemporels. C'est-à-dire que, certes, ils sont situés dans une espèce de réalité ancienne, mais ils sont pas du tout ancrés dans le temps de leur conception. C'est-à-dire que ces films des années 70 ressemblent à ces films des années 90 et 2000, ce qui donne quelque chose d'assez atemporel, qui est peut-être un peu nuancé avec l'apparition des technologies numériques, mais qui est effectivement intéressante à noter dans son côté obsessionnel, qu'on aura aussi le temps de prolonger ensuite. Agathe, tu as un rapport peut-être un peu plus chaotique à Svankmajer. En fait, moi, j'ai un peu profité du travail de défrichage de Alexandre, qui fait que j'ai aussi regardé tous les courts-métrages dans l'ordre et dans leur quasi-totalité. Après, ça, c'est marrant parce que on avait vu Alice, là, on a vu les courts-métrages. J'avais l'impression qu'il y avait un peu une espèce de totalité, aussi fuyante soit-elle chez Svankmajer, qui se formait. Sauf que ce matin, tu nous as envoyé, Simon, un documentaire sur Svankmajer et Svankmajer, sur le couple Svankmajer, dont je viens d'oublier le titre. Je sais pas si tu veux rappeler la référence du documentaire. Les chimères de Svankmajer de Bertrand Schmitt et Michel Leclerc. Bah, du coup, merci Alexandre. Je crois que non seulement il n'y a pas de notion de progression dans la filmographie de Svankmajer, et même il n'y a pas vraiment de notion de travail clos chez Svankmajer ou de totalité close, par exemple. Même maintenant, en ayant vu, je crois, une énorme partie de sa filmographie, déjà la notion de filmographie, elle est assez poreuse, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'on pourra jamais tout voir, et que c'est pas un problème, on peut quand même faire un podcast sur lui. Mais ce dont je me rendais bien compte quand je regardais ce documentaire-là, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi un travail probablement imprimé,
et c'est des ressources qu'on n'a pas. Il y a des catalogues, parce que c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup d'installations, d'expositions. Eva Zwangmayer, elle est peintre et elle fait des installations et il y prend part. Il y a notamment des choses qui sont assez chouettes, des circulations d'objets que elle va utiliser dans ses œuvres, qui vont se retrouver dans des films, ou alors complètement l'inverse, des statues qui vont être utilisées à la base dans des films et qui vont se retrouver dans ses installations et ses peintures à elle. Clairement, Zwangmayer, il a une part dans ce travail-là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, il y a aussi toute une partie du travail tout aussi importante et à égalité avec les films de Zwangmayer à laquelle on n'a pas accès. Et du coup, il y a un peu ce sentiment-là. La totalité est toujours invalidée chez Zwangmayer. Elle est invalidée du point de vue, alors je vais le dire un peu pompeusement, mais de la recherche, même si nous on passe un temps certain, mais pas non plus équivalent à celui d'une recherche longue et prolongée quand on fait les épisodes d'un intervalle. Mais aussi, c'est peut-être là aussi où je donne mon avis général, je pense qu'il n'y en a pas de totalité chez Svangmayer. C'est pas quelqu'un qui essaye de fermer les choses ou de clore les choses. Et moi, c'est ce qui m'énerve au bout d'un moment. Et c'est ce qui fait que je vais encore avoir un rôle de râleuse dans cet épisode. Mais je crois que ça y est, clairement, c'est ma raison d'être dans un intervalle. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu fatiguée à la suite de Alice, c'est de voir que les travers, ou les choses qui, moi, en tout cas, me déplaisaient dans Alice, le fait que, quelque part, les segments narratifs semblent toujours un peu vains à suivre, parce que de toute façon, ils n'auront jamais de conclusion, et ils seront toujours même pas épuisés, en fait. Ça va vers un épuisement des possibilités de la matière, et ça, j'y reviendrai, mais cette matière-là, elle est jamais réellement complètement épuisée, et ça, c'est quelque chose qui, finalement, moi, m'a beaucoup fatiguée. C'est un épisode qui m'a beaucoup fatiguée. Je m'excuse aujourd'hui si parfois je fais des phrases étranges. Il faut savoir que Zwangmayer a un pouvoir d'épuisement sur moi et non sur sa filmographie, qui pour le coup est réel. Donc voilà pour présenter un peu l'état d'esprit dans lequel je me place en ce début d'épisode. Je trouve ça intéressant cette idée d'épuisement, surtout quand... c'était une question qu'on s'était posée lorsqu'on avait parlé de quelque chose d'Alice. C'est comment ce ton un peu vieillot des objets qu'il rassemble et qu'il utilise, est-ce que c'est effectivement des objets qui ont cette patine, ou est-ce que c'est une patine qu'il travaille, qu'il élabore, qu'il fabrique, qu'il façonne? Et on le voit effectivement vieillir ou retirer l'écorce des troncs qu'il utilise pour animer Tessanek. Enfin, c'est une information à laquelle on n'avait pas eu accès. C'est à quel point il intervenait sur les objets qu'il utilise, un peu comme les vieilles layettes de ses enfants qu'il utilise justement sur le tournage de Tessanek. Donc des objets qui sont en soi ont déjà vécu, ou est-ce qu'il les fait vivre en accéléré, quelque chose, un peu comme ce qu'on peut voir dans certains de ces films, où des objets vont pourrir, vont se désagréger instantanément, de façon très abrupte et accélérée. Ça faisait plaisir effectivement dans le film de les voir faire ça, mais pour aller un peu dans ton sens, je comprends aussi que ça puisse provoquer un sentiment assez désagréable. De toute façon, c'est le désagréable est quelque chose qui obsède un peu Zwangmayer. Quand on voit notamment son intérêt pour le tactilisme, on pourra revenir un peu plus en détail dessus. Comme tu dis, c'est la filmographie de Zwangmayer, ça fait partie de tout son travail d'artiste, et c'est une partie du travail du duo qu'il forme avec sa femme. Tout ça est un peu plus complexe que juste que dire Zwangmayer est un génie de l'animation. Enfin, je pense que c'est une bonne piste de réflexion, cette idée de l'épuisement. Je conçois qu'elle soit désagréable. Il cherche à créer quelque chose. Bon, j'ai l'expression anglaise qui vient, mais qui get under your skin, quoi, qui te file un peu la chair de poule, enfin qui te crée un sentiment de malaise assez sensible. De malaise et aussi d'agressivité, parce que c'est des films, je crois que j'en avais parlé dans Alice, mais les bruitages sont toujours très secs. Il y a quelque chose qui, moi que je trouve plaisant, mais qui est aussi pas très agréable à subir, surtout quand on enchaîne les films. C'est vraiment une galerie de, comme je l'ai dit, de squelettes qui sont grinçants et qui sont grotesques. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait qualifier dans sa filmographie de grotesque. Mais l'épuisement, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant, et notamment dans la représentation des espaces. Comme je l'ai dit, Sankmayer, il s'attache beaucoup à une patine. Et ça se voit aussi dans son rapport au lieu, c'est-à-dire que souvent on est dans des greniers, dans des antres lugubres, dans des vieilles maisons, dans lesquelles on n'aime pas trop traîner, ou qui nous évoquent des souvenirs d'enfance surannés, mais qui sentent pas très bon, presque des retours dans une vieille maison de grands-parents, dans lesquels on attend patiemment que sonne la rentrée des classes. Mais c'est des lieux qui sont en plus assez cauchemardesques, qui sont, comme je l'ai dit, ancrés dans une réalité ancienne, qui évoque aussi l'enfance de Sankmayer. Parlais avant, mais vraiment, gros conseil, on vous le conseille, je pense, pour comprendre la filmographie de Sankmayer et pour avoir un aperçu de ce couple, et peut-être d'une scène surréaliste à travers
le prisme de ce couple-là. Le documentaire Les Chimères de Swankmajer, qui est un documentaire télévisuel qui est disponible en DVD, il me semble, mais qui est aussi disponible sur YouTube. Dans tous les cas, moi, c'est ce que j'aime bien quand même chez Swankmajer, c'est quand même le fait qu'on perde nos repères et qu'on nous place dans une enfance qui est aussi effrayante. Parce que l'enfance, c'est quand même une des choses qui revient le plus dans les films de Swankmajer. C'est vraiment quelque chose qui est une peur primaire pour un espace indéfini et l'impression que des objets prennent vie à côté de soi. Et c'est aussi pour ça que bah, justement ces espaces aussi ont cette inquiétude, c'est-à-dire que c'est une inquiétude qui est de l'ordre du cauchemar, qui me donne à la fois des symboles à saisir pour ce qu'ils peuvent représenter, encore que est-ce que j'ai vraiment envie de savoir parfois ce qu'ils représentent? Je suis pas sûr, mais il y a aussi une fascination qui se crée avec justement cette succession de scènes, notamment dans le film Dans la cave de Swankmajer, qui est un film sur une petite fille qu'on amène chercher des pommes de terre et qui, dans cette cave-là, va croiser des versions déformées de la concierge qui lui fait peur et du vieux voisin bah, qui lui fait peur aussi. Et dans cette cave-là, cette concierge et ce voisin vont avoir des attitudes qui sont clairement effrayantes et qui semblent comme être des souvenirs déformés, comme celles d'un mauvais rêve. Et dans cette cave-là, on dirait que tout le monde, c'est-à-dire tous les objets qui sont dans cette cave-là, vont être contre cette petite fille-là et vont comme l'engouffrer dans sa noirceur. Même les patates, quand elles sont attrapées par la petite fille, vont s'échapper de ses mains comme si on voulait garder cette petite fille-là enfermée dans cette antre qui, lui, est malfaisante. Et moi, ça me rappelle de manière très pragmatique les moments où, petit, je courais à fond dans les couloirs alors qu'il faisait noir parce que j'avais peur qu'il y ait un fantôme qui me croque ou je sais pas quoi, hein. Je suis même pas sûr que je pouvais formuler les choses comme ça. Ben, moi, c'est ce que j'aime bien quand même chez Frank Meyer, c'est-à-dire l'idée que dans la tradition du surréaliste, on comprenne pas forcément tout ce qui nous est envoyé à la tronche, pourquoi ça nous est envoyé à la tronche, mais que quand même, il y a un animisme des objets qui crée une réalité qui est effrayante et qui correspond quand même à une psyché qu'on a beaucoup partagée en tant qu'enfant et qui est aussi ce qui fait bah, son attrait pour un public. En tous les cas, mon attrait, je parle peut-être un peu trop pour tout le monde en disant ça. Bien qu'on retienne sacrément l'enfance, effectivement, par rapport à Dans la cave, ou plus généralement aussi avec Alice, qui est sans doute son film le plus connu et reconnu, ce potentiel cauchemardesque d'objets qui vivraient sans nous, tu le trouves dans pas mal d'autres de ces films, détachés de cette question de l'enfance ou d'une perception infantile du monde des adultes, de ces codes qui, du coup, dans une incompréhension, provoque un décalage, une inquiétance étrangeté, quoi, pour commencer à emprunter des mots à la psychanalyse, parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse en règle générale les surréalistes et de façon particulière Swankmajer. Mais quand tu vois par exemple L'Ossuaire, son court-métrage qu'il a réalisé dans une chapelle en Europe de l'Est, où il a été commandé à un artiste de composer des ornements, des lustres, des guirlandes, des emblèmes à partir des ossements d'une fosse commune. Et c'est assez curieux parce qu'il n'anime pas du tout dans ce film-là, ou alors il n'anime pas les objets parce qu'on ne peut pas toucher aux ossements. Par le montage, il va travailler ça, il va, comme on disait, sans doute un travail plus proche de la pixelation. Ou je pense aussi, par exemple, à un court-métrage que j'aime bien de lui, qui lui a sans doute valu d'être censuré et interdit de tourner, c'était Picnic avec les Weissman, où on est dans un jardin et où on voit un pyjama manger des dattes et cracher les noyaux par la manche, ou des chaises en rotin qui joueraient à se passer la balle. Je crois que c'est même pas une balle, c'est un potimarron. Et juste pour tourner un peu en dérision des habitudes, des coutumes, des comportements qui, bon, sont plutôt bourgeois. C'est ce qu'il y a d'assez généralement inquiétant chez Swankmajer, c'est qu'il voit toujours un potentiel assez monstrueux, ou pour emprunter au titre du documentaire qu'on évoquait plus tôt, quelque chose de chimérique qui dépasse l'objet, un autre potentiel, un peu comme ces collages ou les créatures qu'il fabrique à partir de différents spécimens anatomiques, des squelettes, des bouts d'animaux naturalisés ou des choses comme ça. D'une certaine manière, il me fait un peu penser au petit garçon dans... Je pensais pas faire le rapprochement avec ça, mais il me fait un peu penser au petit garçon dans Toy Story qui recrée des jouets à partir de morceaux d'autres jouets et crée quelque chose d'assez monstrueux au final. C'est peut-être le premier enfant dans le cinéma de Swankmajer, c'est peut-être lui-même. C'est vraiment une comparaison vraiment rigolote et je trouve qu'elle est totalement à propos, même si on n'irait pas Toy Story avec Swankmajer de base. Il y a un truc quand même que je trouve un peu touchant dans les espaces de Swankmajer, c'est que je pense que malgré tout, sa désagrégation a quelque chose de l'hommage et d'un amour réel, comme si
presque en les détruisant, on leur redonnait vie tout en les reconstruisant. Et ça se voit notamment dans le documentaire télé où on va voir des tas d'objets et autres choses qui sont conservés dans son immense atelier, qui donnent l'impression d'être celui d'un savant fou. Et aussi dans la maison idéale qui fait penser au palais idéal du facteur cheval, où il va entreposer des sculptures influencé par Archimboldo, le peintre qui créait des visages avec des fruits et des légumes, qui donne comme une sorte de palais artistique pour ces créatures et autres personnages. Donc là aussi, on retrouve l'idée du Sid de Toy Story, qui va se lier à un geste artistique qui est de manière très cliché dit dans le documentaire, lié à sa vie. Et ça me rappelle notamment un film de Maria Clonaris et Thomas Daki qui s'appelle L'Ange Amazon, où là aussi on va retrouver une artiste qui va construire son espace, l'infuser de ses œuvres, etc., comme un palais dans lequel on pénètre. Et pour le meilleur et pour le pire, pénétrer dans la filmographie de Svankmajer, il y a quand même quelque chose de très personnel à l'intérieur, qui sont ponctués d'obsessions et qui peut être aussi la chose qui est un peu agaçante et déplaisante, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant les obsessions de quelqu'un comme assister à une psychanalyse. Et je pense que être dans la tête de quelqu'un, comme si on avait sa main, on avait la tête et on mettait sa main dans la tête pour la pénétrer comme une sorte de matière gluante, c'est pas forcément une sensation qu'on a vraiment envie de ressentir, et c'est pourtant ce qu'on ressent souvent devant les films de Svankmajer. Et là, j'ai un peu envie de renvoyer la balle à Agathe, puisque je ne sais pas trop à quel point cette agressivité-là face à ces films-là te déplaît, ou peut quand même avoir un certain charme qui peut se rejoindre avec ce qui t'avait plu, notamment dans Alice. Mais en fait, moi, j'ai un avis assez bizarre sur les courts-métrages, qui est que, en fait, ce qui m'agace chez eux, c'est pas tellement la pénibilité ou leur agressivité, c'est ce qu'ils ont de finalement assez convenu. Le fait qu'en fait, c'est quand même des idées et des images qui sont soulevées dans les films que je trouve finalement assez étriquées et qui, moi, m'agace comme quand je vais au cinéma et que je me dis que ah d'accord, on en est encore là et c'est encore de ça dont on débat. En fait, ce qui se passe avec Svankmajer, je pense que vous avez super bien décrit un peu pas mal de choses et pas mal d'aspects des courts-métrages. Donc j'espère que je vais pas faire répétition à ce que j'ai dit ou à ce que vous avez dit. Mais du coup, c'est un peu ce qu'on a déjà commencé à dire, mais il y a chez Svankmajer un souci d'épuiser donc des possibilités, etc. Donc c'est toujours quelqu'un qui part d'un corpus assez réduit, soit de personnages, soit une situation relativement petite, ou alors il va y avoir beaucoup d'objets et beaucoup de personnages, mais ils vont être enfermés dans un espace qui est toujours le même, soit celui d'une chambre, soit celui d'un appartement. En fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'unité chez Svankmajer, mais il y a quand même une petite unité de départ. C'est juste que Svankmajer, en fait, nous fait comprendre que cette unité, elle est que d'apparence, et que dans une seule et même chambre, il y a tellement de rapports, même s'il y a que 6 objets, ou même s'il y en a 40, là c'est encore pire évidemment, mais en fait il y a tellement de rapports possibles entre ne serait-ce que 6 objets, que finalement cette petite unité de départ, elle va fuir par tous les côtés. Et par exemple, mais là c'est vraiment un exemple, il y a un film que j'aime pas trop, mais qui, je pense, résume vraiment bien le travail de Svankmajer, c'est avec les possibilités du dialogue, qui est un ensemble de plusieurs scénettes. Et chaque scénette dure un certain temps, jusqu'à une sorte de destruction des objets par eux-mêmes, où la matière, elle se met à tellement pulluler que c'est comme quelque chose qui aurait à voir avec une sorte de tumeur ou de métastase, mais en fait il y a une sorte d'embourbement de la matière sur elle-même et c'est comme si elle s'infectait elle-même et elle finit par devenir totalement informe, et un peu comme si chaque objet finalement relevait d'une matière vers laquelle il doit de manière chaotique et de manière obligée retourner et donc redevenir informe. Et parmi les scénettes des possibilités du dialogue, il va y avoir un dialogue impossible, parce qu'en fait à chaque fois c'est un dialogue impossible entre deux personnages en argile qui, je crois, sortent sur leur langue un objet. Donc ces deux têtes en argile qui se font face, la tête de gauche va par exemple sortir sur sa langue une brosse à dents, et l'autre tête va sortir sur sa langue du dentifrice. Et là, ça fait totalement sens. Le dentifrice va sur la brosse à dents. Plus tard, va y avoir un crayon et un taille-crayon. Là aussi, ça fait sens. C'est que des associations d'objets dont on est très familier et dont on sait déjà la conclusion et qui s'accomplissent devant nous. Et peu à peu, ce dialogue, il va commencer à se déglinguer, à se dérégler. En fait, je trouve que ce petit segment que je suis en train de décrire, c'est vraiment tous les courts-métrages de Svankmajer, même si c'est pas vrai. Il y a de la subtilité à mettre là-dedans, et genre, il n'y a pas de problème, parce qu'on a tout un épisode pour le faire.
Mais en fait, au bout d'un moment, le dentifrice va sortir. Et en fait, c'est le taille-crayon qui sort dans la bouche d'en face. Et du coup, le taille-crayon va commencer à broyer les dentifrices. Et en fait, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est-à-dire que Zangmeyer va essayer un peu toutes les possibilités à partir des objets qui, à la base, s'accordaient et étaient sortis. Et en les mettant dans le désordre, il y a des nouvelles, entre guillemets, possibilités de création. Mais ces possibilités de création, elles vont toujours vers leur anéantissement. Il n'y a pas vraiment de nouvel ordre qui est mis. C'est juste qu'une fois qu'on sort de l'ordre des objets, les objets sont un peu réduits à néant. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que on est un peu face à ce genre de système avec Sangmeyer sur pas mal de films, surtout sur les films qui reposent sur une absence de scénario et juste sur la mise en présence d'objets et sur une absence d'histoire. Et je reviendrai, mais effectivement, c'est pas le cas de tous ces courts-métrages. Mais je reviendrai bien plus tard parce que sinon je vais parler toute seule pendant 1000 ans. Du coup, Sangmeyer, il cherche un peu à mettre un peu le bazar là-dedans. Et du coup, on pourrait se dire, d'accord, là, c'est une pénibilité qui est plutôt chouette à regarder, c'est un épuisement qui est plutôt intéressant, c'est des qualités plastiques de la matière qui sont sans cesse remises sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que Agathe est aussi ennuyée et énervée? Parce que on se rend compte qu'on retombe toujours un peu dans les mêmes fonctionnements. Et je pense que c'est là où je trouve que c'est très surréaliste, mais dans le mauvais sens du terme. C'est qu'en fait, on fait un peu semblant de tenter plein de choses. On fait un peu comme si on épuisait toutes les possibilités, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est pas tous les mouvements qui intéressent Zwankmajer, c'est pas toutes les possibilités des objets qui intéressent globalement les surréalistes, etc. C'est plutôt ce qui intéresse un peu dans ce travail-là, c'est aussi de faire émerger des symboles ou des archétypes ou des mouvements qui reviennent toujours, c'est-à-dire des obsessions. Mais on a déjà dit, hein, c'est un cinéma obsessionnel et aussi d'obsédé, celui de Zangmeyer. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est que des mouvements d'agressivité et aussi que cette agressivité, elle est un peu classique et un peu convenue parce qu'en fait, elle repose toujours sur des oppositions, un peu comme une psychanalyse un peu de bas étage où la mort appelle la vie appelle la mort, l'unité appelle le désossement, le manger appelle être mangé. Il y a une espèce d'énergie comme ça, très binaire et opposée, et qui repose aussi un peu sur des jeux de pénétration, être pénétré, pénétrer, etc., qui sont quand même des fonctionnements aussi du surréalisme, de Sangmeyer. C'est-à-dire aussi qu'en fait, les symboles, les archétypes, ils reviennent aussi un peu à des fonctionnements sexuels ou des conceptions sexuelles qui sont pas très intéressantes, qui reposent beaucoup sur la présence de phallus et de trous, qui sont conscientisés ou pas. Et en fait, qu'ils soient conscientisés ou pas, ça m'intéresse même pas, moi, en fait. Qu'à la limite, ce soit conscientisé, tant pis, c'est pas fou. Et que ce soit pas conscientisé, ça m'intéresse pas non plus de me dire ah, mais c'est parce que ça ressort du grand inconscient de la planète et de finalement ce qui est à la base de toutes nos mentalités. Mais en fait, ça, c'est faux. Et en fait, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait, on fait semblant de pêcher ou de lever des associations comme par hasard. En fait, pas du tout. Ça relève d'une grille qui est bien précise, qui je déteste pas foncièrement les courts-métrages, là on dirait que je leur fais un procès, mais c'est parce que vraiment c'est un aspect qui quand même pèse beaucoup. Ça relève d'un certain archétypage du monde et d'un certain balisage des objets et de leurs actions, qui en fait, moi je trouve, à la fin des fins, est aussi un petit imaginaire un peu beauf, qui tourne un peu à vide. Et beauf, je l'utilise dans quel sens? Je l'utilise justement dans le sens de un petit imaginaire qui va être étriqué et qui, au final, ne soulève et ne remue pas tant de sens que ça. Je suis assez d'accord avec ce constat que tu fais d'une formule. Tu parles d'association, tu parles d'un épuisement de ces associations, d'un épuisement des possibilités du dialogue. Ce que tu dis me fait penser à d'autres courts-métrages de Zwankmajer pour lesquels j'ai moins d'affection que pour d'autres, que je trouve effectivement plus balisés, que je trouve en fait tenir plus de l'absurde que du surréalisme. Par exemple, il y aurait d'autres films comme Jeu viril ou Nourriture, Obscurité, Lumière, Obscurité. Et ce côté beauf dont tu parles, justement, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu excédé dans Jeu viril. Donc, qui est, en gros, un homme qui boit des bières devant sa télévision, assiste à un match de foot qui ne se déroule absolument pas comme un match de foot se déroule habituellement. Dès qu'un joueur tire une balle et qu'elle entre en contact avec un autre, le corps du joueur, devenu glaise par le gros plan, finit par exploser, ou il s'arrache la langue, ou il se retourne la tête, enfin bref. Et il en vient une profusion de cercueils remplis de joueurs de foot qui envahissent l'appartement à un moment donné. C'est assez curieux de voir un film qui tendrait à tourner en dérision par l'absurde justement, par cette saturation, une exacerbation en fait de possibilités d'interaction entre les corps et entre les objets, de revenir au point de départ, pensant mettre
en lumière ce qu'il y a d'ultra viril, ce qu'il y a d'assez malsain dans les compétitions sportives et la médiatisation aussi du sport en équipe masculin. Il revient effectivement à une violence. Il ne faudrait pas non plus lui faire le procès de ne pas être critique ou de ne pas être un commentateur sociologique ou que sais-je. Je pense que je lui reprocherais un certain cynisme à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus absent de la première partie de sa filmographie. J'ai beaucoup d'affection personnellement pour ces films plus, ce que j'appellerais gothiques, enfin, il s'inspirait du Château d'Otrante et il a fait une adaptation de la chute de la maison Usher que je trouve vraiment assez magnifique, de laquelle il a retiré tous les personnages et où le château vit lui-même et semble encore habité par les forces de la narration d'Edgar Allan Poe, ou également Le Puits, Le Pendule et l'Espoir. D'ailleurs, dans Le Puits, Le Pendule et l'Espoir, il y a peut-être un des plus beaux travaux de peinture de Eva Zwangsmayer. Un mur qui rapproche constamment un condamné à mort d'un puits dans lequel il doit être jeté. Et quand je parle de mur, c'est un mur qui est plein de couteaux, qui représente une sorte d'enfer, de Bosch, tout en détail de torture et de choses comme ça. Il y a cette différence qu'on n'est pas sur des scénettes, on n'est pas sur des morceaux, on n'est pas sur des enchaînements comme ça de possibilités, mais on est vraiment sur une narration qui avance et qui va vers une destruction, va vers un incendie dans la chute de la maison Usher, va vers une exécution dans Le Puits, Le Pendule et l'Espoir. Mais il n'y a pas une reconduite constante de cette fin, de cette finitude des choses, qui finit un peu par prendre plaisir à voir les possibilités d'anéantissement de ces matériaux. C'est vrai que je suis moins sensible à ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus récurrent dans la dernière partie de sa filmographie, dans ses courts-métrages, qu'au début, lorsque par exemple il va s'intéresser aux différentes possibilités de figuration avec des cailloux. Et il a collectionné des tonnes de cailloux et il voit ce que tous ces cailloux peuvent donner. Et j'ai pas souvenir qu'il s'anéantisse tellement au début de sa carrière. Ou alors les petits jeux bizarres, les derniers tours de Monsieur Bois Sombre et Monsieur Edgar, où certes on est sur un peu du théâtre de marionnette parce qu'il vient de la marionnette, qui tourne autour de possibilités d'interaction, mais j'ai pas l'impression que ces possibilités aillent vers l'anéantissement. C'est plus les personnages se mesurent l'un à l'autre et font différents tours, et il semble avoir réuni plein de choses qu'il avait fait, notamment dans ce court-métrage que tu cites, Agathe, et ces courts-métrages que je mentionnais, Jeux virils, Nourriture, Obscurité, Lumière, Obscurité, où vraiment il me semble qu'il y a une formule, où il a trouvé, comme tu disais, une grille dans laquelle il peut revenir sur les obsessions que tu évoquais également, Simon. À partir de là, je le trouve moins intéressant, personnellement, parce qu'il va pas aller chercher des contraintes comme celle de la narration gothique, des contraintes comme celle de durer un après-midi bourgeois sans avoir de personnage, filmer un ossuaire sans pouvoir l'animer, mais quand même essayer de redonner vie à ses ossements. Il ne tombe finalement qu'assez tardivement, je trouve, dans cette satire un peu bêtement absurde, un peu Monty Python. Finalement, se mord la queue, quoi. J'ai un peu envie de défendre Frank Mayer parce que vous n'avez pas forcément Mais été très gentil avec je lui. le défends aussi. Je comprends un peu où vous voulez en venir parce que moi, à un moment donné, il y a quelques années de ça, petite histoire de ma vie, asseyez-vous bien confortablement. Au début, ma cinéphilie, elle s'est faite notamment par les courts-métrages d'animation, et un de mes chocs, ça avait justement été les possibilités de dialogue par son esthétique, par justement son côté répétitif qui est assez impressionnant, par sa matière plastique et par la capacité de Svankmajer à faire des trucages. Et je pense que c'est le premier point sur lequel j'ai envie de venir, c'est que Svankmajer, au-delà de ce qu'il dit, il y a aussi ce qu'il fait, et ce qu'il fait reste assez impressionnant de film en film, c'est-à-dire qu'il va utiliser des matériaux aussi divers que variés, sans que, en tant que spectateur, on puisse réellement déceler comment il a fait ça, tout en voyant ostensiblement qu'il s'agit d'animation. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours quand je regarde des films de Svankmajer, et donc il y a toujours cette capacité d'émerveillement dans ces films que je relève. Après, au fur et à mesure, j'en avais un peu marre de revoir, Nourriture et les possibilités de dialogue, parce que c'est souvent les mêmes courts-métrages qu'on ressort de Svankmajer. Je trouvais ça un peu bébête finalement, quoi. Genre, oh la vie, on finit par se manger soi-même, etc. Des choses qui sont aussi assez limitées, je pense que je suis d'accord avec ça. Et qui rappellent les critiques que j'ai pu lire ou entendre des surréalistes. Moi, je trouve quand même qu'il y a toujours une beauté, quelque chose d'assez humain. Malgré tout, je sais que ça paraît bizarre que je puisse dire que c'est humain, je l'ai déjà employé cette expression-là, mais je pense qu'il a vraiment de l'amour, peut-être pas pour les humains, mais pour les objets, mais cet amour pour les objets et cette manière qu'il a de donner à ses objets et aux peintures de sa femme notamment, une humanité fait qu'il y a toujours quelque chose qui est très
fort plastiquement et qui ne passe pas forcément par ce que les films racontent, mais parce que ces films montrent et ce qui ont, je pense, pu inspirer certains réalisateurs comme les frères Quay, dont on reparlera peut-être à la fin. Je trouve que dans ces films, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir tactile et du plaisir matériel qui est assez beau. Et notamment, Sankmayer va dire que lui, il n'est pas forcément émerveillé par l'animation en 3D dans le documentaire télévisé, parce que lui, ce qu'il recherche, c'est aussi de voir les petites imperfections dans l'intégration de certaines séquences, dans les trucages, qui est aussi quelque chose qui va faire son attrait esthétique et son plaisir de créateur. Et moi, c'est aussi un plaisir de spectateur que j'ai qui est finalement tout simple et qui est le plaisir que j'ai quand même en regardant une animation qui est certes performative, mais qui témoigne d'un geste et de manière de faire qui valent le coup d'être visionné, d'être préservé. C'est ça, je pense finalement, qui me touche le plus chez Songmeyer, c'est finalement les choses qui sont une sorte de pur plaisir de cinéma, plutôt qu'une analyse précise des films qui finalement me fait un peu grincer des dents. Après, Simon, moi non plus, j'ai pas tout détesté chez Zwangmayer. J'ai l'impression qu'en fait, la filmographie à laquelle on a eu accès là en travaillant sur cet épisode, un peu comme ce qui se passe dans les films de Zwangmayer, mais elle aussi, on pourrait un peu la ranger sur une sorte de grille. On pourrait quadriller la filmographie de Zwangmayer et un peu faire des planches anatomiques de sa filmographie et essayer un peu de déterminer de quel genre de spécimen relève chaque film. Parce que non seulement il n'y a pas de progression dans la filmographie de Sangmeyer, mais il y a finalement des formes assez différentes de films et qui ne vont jamais se trouver aux mêmes endroits, se concentrer aux mêmes endroits. C'est pas dans les années 60, il fait plutôt ça, dans les années 70, il fait plutôt ça. C'est plutôt plein de boulot en permanence et qui, à mon avis, ressortent aussi de choses qui se passent dans sa vie et à laquelle on n'a pas accès parce que peut-être qu'il y a plein de choses qui sont en check et juste on n'a pas quoi. Et qu'au final, les formes de ces films dépendent peut-être aussi d'une actualité plastique qu'il a avec Eva Svangmayer ou alors une actualité aussi à ce moment-là politique ou d'exposition ou de mise en avant de son travail. En tout cas, il se passe plein de choses. Et notamment, si on devait faire... Alors, je sais que j'aime bien faire ça dans les podcasts, mais il faut vraiment que les gens ne me prennent pas complètement au mot. Mais peut-être qu'il y a deux grandes tendances dans les films de Svangmayer. Il y a notamment la grande tendance objet, où les choses s'affrontent. Et contrairement à toi, Alexandre, moi, j'ai l'impression que même depuis le début, c'est-à-dire que même, par exemple, son film qui s'appelle Le jeu de pierre, moi, j'y vois déjà des petits fonctionnements un peu étriqués. Mais je ne veux pas revenir dessus. En fait, j'y vois ce que j'ai décrit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand même... on a déjà des petits jeux de destruction et que même c'est une filmographie qui repose sur la destruction du début à la fin. C'est pas vraiment un dénominateur commun ni un grand thème tant elle est quand même très variable et très différenciée selon les films où on se trouve. Mais du coup, il y aurait une grande catégorie ou une grande tendance qui serait les films d'objets. Il y aurait une grande tendance qui consiste à pas avoir de scénario et une grande tendance qui consiste à avoir des récits de base. Et je crois que justement, j'aime bien quand Svangmayer est obligé de coller à une lettre qui n'est pas la sienne. Et je sais que Simon, au début, tu me posais la question de comment ça s'était passé pour moi, ce visionnage, et par rapport à Alice, et pourquoi peut-être là je suis un peu pas trop enthousiaste, alors que en principe sur Alice, je l'étais quand même beaucoup plus. Et je pense que c'est ça qui me plaît, c'est quand Svangmayer se donne pour objectif, soit tout seul, soit avec Eva Svangmayer, parce que tout à coup, ils ont des espèces d'intérêts qui vont converger, ou parce que lui parasite les idées de sa femme, parce que, bon, il y a quand même moyen. Le documentaire révèle peut-être ce genre de tendance, mais bon, ne sublimons pas complètement la vie créatrice de ce couple hétérosexuel. Tout ça pour dire que, de temps en temps, Svangmayer se donne des textes qui vont presque faire loi dans ses films. Et Alice, ce qui était génial, c'est que en fait, il était très fidèle au texte de Lewis Carroll. Vraiment, c'était un peu la grande découverte quand j'ai revu le film, à quel point il collait aux épisodes du livre. Ce qui fait qu'il a un canevas qui n'est pas juste cette espèce de canevas symbolique et archétypal que je critiquais et décrivais plus tôt. Tout à coup, il faut que les choses elles se lèvent d'un autre sol que son sol à lui, et que ces fichues histoires d'inconscient... Enfin, moi, vraiment, l'inconscient, quand c'est des hommes qui en parlent, ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, ils me surprennent rarement. Et ils se surprennent rarement, et c'est un peu ce que je leur reproche, dans leur soi-disant perversité et dans leur soi-disant sexualité un peu décalée. Elle l'est pas tant.
Mais par contre, il y a donc Alice, mais il y a aussi, si le spectateur, spectatrice a envie de regarder des courts-métrages, moi je sais que j'avais fait un peu un top de mes courts-métrages. Il y avait Jean-Sébastien Bach, Fantasy en sol mineur, qui est une espèce de long travelling sur des murs un peu lépreux, où il va y avoir des trous, etc. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ajout de la part de l'équipe du film. C'est vraiment une espèce de long travelling sur des murs au début d'une espèce d'église, mais après ça échappe complètement à une idée d'unité ou de lieu de départ. Et des fois j'ai l'impression qu'on a ajouté des objets au mur, mais c'est à peine perceptible et c'est peut-être pas le cas. En tout cas, ça fait pas l'objet d'une mise en avant qui est de l'ajout ou de la soustraction ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui fait unité, c'est vraiment la fantaisie en sol mineur de Jean-Sébastien Bach. Et tout à coup, il y a un début et une fin. Il y a une partition qui fait prétexte et qui fait prétexte solide. Parce qu'en fait, c'est pas très solide la filmographie de Sangmeyer. Vu qu'il est toujours en train de tout essayer, il y a un moment où en fait on se perd dans des sables mouvants. Mais ça, c'est un peu notre faute aussi. Pourquoi est-ce qu'on a regardé toute la filmographie? Moi, je l'ai regardée en 3 jours. Donc forcément, au bout d'un moment, j'avais envie que ça s'arrête. C'était pas la meilleure idée du monde. Donc là, au moins, il y avait une unité, un début, une fin, un développement. L'autre chose que j'aimais beaucoup, c'était Don Juan. Ce que j'aimais aussi, c'était le château d'Otrante, parce que ça vient d'un écrit italien. Et là aussi, on s'accroche à l'histoire de Don Juan et on s'accroche à l'histoire du château d'Otrante. Et il y a 2 points communs entre ces 2 courts-métrages. C'est que Don Juan, c'est quand même un personnage qui a beaucoup d'épaisseur, parce que c'est un personnage qui a probablement existé, qui a une espèce de biographie littéraire. On retrouve un Don Juan au travers de plusieurs écrits anciens italiens. Et puis après, il y a le texte de Molière et puis il y a l'opéra de Mozart. Et au final, c'est pas vraiment une adaptation que fait Zwangmayer, c'est plutôt il s'installe dans plusieurs couches de récits qui existaient déjà. Mais tout comme Alice, et depuis très longtemps, plus seulement le texte de Carole, et qu'à chaque fois qu'on actualise Alice, on actualise la manière dont on a tous et toutes vécu dans sa tête l'épisode de la chenille, l'épisode de la petite maison, etc. Pour revenir à l'autre court-métrage qui est le château d'Otrante, c'est une sorte de faux documentaire, une sorte de fausse recherche. Et à la base, ça, c'est un écrit de Horace Walpole. C'est genre fin du XVIIIe siècle. C'est un roman gothique, je crois. Ça s'appelle littéralement Le château d'Otrante, histoire gothique. Je l'ai pas lu. Ce qui m'intéresse, c'est que Walpole, à l'époque, il va prétendre qu'il n'a pas écrit ce livre, mais qu'il a traduit un vieux manuscrit italien retrouvé, ce qui a priori est faux. Mais déjà, lui entretient une espèce d'épaisseur littéraire et une épaisseur d'origine un peu, et il brouille un peu les pistes. Et Sangmeyer, il va ajouter un brouillage parce que lui, il filme une espèce d'équipe de scientifiques qui cherchent le château d'Otrante, qui fait le postulat que le château est quelque part et qui le retrouve non pas en Italie, ce qui aurait été logique vu qu'en fait Walpole, lui, dit qu'il a traduit un vieux manuscrit italien, mais en fait, il va retrouver le château dans le film de Zwangmayer, va être retrouvé par cette fausse équipe de vrais chercheurs en Tchéquie. C'est-à-dire que, en fait, il y a un déplacement dans le texte, et il y a un déplacement littéraire, et il y a un brouillage de mots et une épaisseur de narration que je trouve très appréciable. C'est toujours les films que je préfère de Zwangmayer, quand il est plutôt dans une posture de commentateur et qu'il fait un commentaire, plutôt que quand il est tout seul, entre guillemets, avec ses idées. Désolé, Svan. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est souvent des films où il va être beaucoup plus libre avec sa caméra, où il va pas être seulement arrimé aux objets et à leur fonctionnement. Alice est assez tardif par rapport à certains des films que je cite là, mais c'est aussi le cas dans Alice, c'est que par moment, et je sais pas du tout si ça vient du fait que comme il y a une épaisseur narrative qui ne relève pas de lui, comme il y a un champ qui est déjà plus vaste et qui est plus épais et qui a une dimension qui n'est pas juste la dimension spatiale ou la dimension de son plan ou quoi que ce soit, il y a comme une espèce d'étendue d'exploration de Zwangmayer et il y a toujours un moment où sa caméra, dans ces films spécifiquement, elle va commencer à divaguer. J'avais déjà pas mal divagué moi-même là-dessus dans l'épisode sur Alice, sur un plan que je trouve superbe où le lapin court dans des champs et où c'est juste la caméra qui avance dans des champs complètement dénudés. Et là, dans Don Juan, il va y avoir un moment où les marionnettes, c'est des espèces de marionnettes en bois qui sont dans des décors entre guillemets réels. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des marionnettes en bois qui des fois sont près d'une fontaine, etc. Mais cette fontaine, elle relève pas du décor. C'est une fontaine que vous et moi, on peut trouver quelque part, je ne sais pas d'où. Des fois, ces espèces de marionnettes, dans Don Juan, qui est quand même une histoire assez sanglante, au final, va se mettre à courir et où la caméra va suivre cette marionnette et où le plan va devenir hyper dynamique et hyper impressionnant. Et dans le château d'Otrante, il n'y a pas vraiment ça. C'est en gros, c'est pas mal du papier découpé dans des espèces de vieilles gravures, etc. Et il y a un peu un emballement de l'imprimé qui est vraiment pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal quand Sangmeyer n'est pas obsédé par ses propres idées. C'est vraiment mieux. Je trouve qu'il est vraiment doué pour trouver son chemin, non pas dans ses
obsessions à lui, mais finalement dans les obsessions des autres, dans les obsessions de la littérature, dans les obsessions de l'histoire, et que là vraiment il trouve une vraie amplitude, et je crois que ouais, c'était le top 3 d'Agathe Preslin, pour quand même te suivre, Simon. Enfin, pas te suivre, parce que je pense que du coup j'aime pas forcément les choses que toi tu décrivais, mais Ouais. dire que tout simplement il y a des qualités hein, dans la filmographie de Sankmayer. Bah, vu que tu m'adressais directement la parole, je te permets de te répondre déjà en disant que j'ai vu zéro des films que tu as cités. Donc voilà, parce que moi, je me suis parfait la filmographie entière de Sankmayer en 3 jours parce que j'avais pas envie de me gâcher totalement son travail à mes yeux. Mais moi, un des films que j'ai bien aimé découvrir, c'est Jabberwocky, qui va raconter l'histoire d'un enfant qui est simplement représenté par les habits d'un enfant qui virevolte et qui va raconter finalement l'éducation d'un enfant qui va envahir une chambre à travers des dés et à travers un labyrinthe que l'enfant va essayer de rétablir sur des petits cubes. Et à chaque fois, l'enfant, de manière là aussi très obsessionnelle, va rater sa sortie de labyrinthe et les petits cubes vont être désintégrés par un chat qui va arriver pour détruire ces petits cubes. Ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est que le film commence par une fessée et j'ai l'impression que c'est quand même le film de cancre de Sankmayer qui dit c'était quand même vraiment très ennuyeux en fait d'être à l'école et d'apprendre des trucs. Et donc à la fin, ce qu'il va faire, c'est que une fois qu'il a résolu son labyrinthe sur ces petits cubes, Sankmayer va simplement montrer un trait qui va envahir la maison, un trait noir, et qui va griffonner sur un portrait qui lui aussi était comme une sorte de professeur qui semblait donner des leçons, va le griffonner pour lui faire des lunettes ou presque des moustaches, etc. Comme un Bart Simpson ferait sur le portrait de Skinner. Et moi, j'aime bien ce court-métrage, je le trouve assez rigolo. C'est beaucoup moins clair que ce que je dis là tout de suite. Mais c'est un des courts-métrages que j'ai préféré découvrir dans la filmographie de Sankmayer. Alexandre, je sais pas si toi aussi tu as un coup de cœur particulier. Bah, si je devais faire un top 3, là, de but en blanc, je reviendrai sur des courts-métrages que j'ai déjà évoqués, donc La chute de la maison Usher. J'aime particulièrement L'Ossuaire aussi, et je dois dire que je suis assez d'accord avec Agathe, j'aime beaucoup le film d'après Jean-Sébastien Bach, qui est son deuxième court-métrage que je trouve assez fou. J'y pense parce que tu évoquais son Don Juan, et c'est un peu ce qu'on voit dans le château d'Otrante, avec cette volonté qu'ont les chercheurs de rattacher Otrante à la République tchèque, à la culture tchèque. Ça a été une forme de résistance du groupe surréaliste tchèque de Prague de défendre une culture tchèque, notamment par ce qu'on voit donc dans Don Juan, c'est-à-dire une tradition particulière de la marionnette, enfin ces grandes marionnettes en bois actionnées par une tige plantée dans leur tête, et des décors aussi en fond peint très caractéristiques qui sont du coup l'œuvre de Eva Zwankmajer. Je sais pas si Agathe, si tu as vu sa leçon Faust. Alors il adapte pas seulement Goethe, il me semble qu'il revient aussi sur Marlowe et sur d'autres évocations du personnage du docteur Faust. À vrai dire, on est moins sur une adaptation, on va dire, à la lettre, que effectivement sur un commentaire. C'est plus un personnage qui va se glisser dans le costume de Faust en se perdant et en tombant sur un vieux laboratoire d'alchimiste et parcourir en fait différentes scènes de la pièce. Tomber sur Méphistophélès, rencontrer, j'ai oublié le nom de l'intérêt amoureux de Faust dans les pièces. Et même si à certains moments on peut voir des scènes qui vont moins être dans l'amoncellement que dans l'épuisement, notamment il y a une scène qui boucle et qui se répète avec justement le personnage de Méphistophélès qui court dans la rue derrière un taxi. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui se répète 2 ou 3 fois ou qu'on voit se jouer de différents points de vue à différents moments. Le temps boucle. Il y aurait presque aussi une tendance marionnette tchèque chez Zwankmajer, vu qu'il vient d'une école à Prague qui justement enseignait les techniques traditionnelles de marionnette. Évidemment, je pense que pas mal de littérature sur le sujet n'est pas traduite en français et j'avoue que j'ai pas beaucoup cherché, mais ça semble être quelque chose non seulement d'assez important dans la culture tchèque, pour le groupe de surréalistes tchèques par leur défense de la culture particulière tchèque face sans doute à une acculturation liée au bloc soviétique, et également plus particulièrement à Jan Zwankmajer du fait de sa formation, quoi. Pour conclure cet épisode, je pensais revenir sur l'influence qu'a pu avoir Jan Svankmajer sur le cinéma d'animation mondial, puisque je pense que même si on peut être mi-figue mi-raisin sur ces films, moi je suis plutôt raisin que figue, ou l'inverse, je sais pas trop quel est censé être le positif. Il y a les frères anglais, les Kwai, qui ont fait un film The Cabinet of Jan Svankmajer, qui a pas vraiment de rapport direct avec les obsessions de Jan Svankmajer, mais qui est comme une
filiation qu'il se crée entre ce cinéaste et un autre style, un autre type de cinéma qui va beaucoup plus être dans un animisme des objets plutôt total, plus que dans un surréalisme. Enfin, j'ai l'impression que c'est moins surréaliste que Swankmajer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et dans ce film-là, on est sur un prof qui enseigne à un élève. Et ça rappelle aussi un peu Jabberwocky, mais ça me rappelle aussi un autre réalisateur de films en stop motion qui s'appelle Piotr Kamler, notamment le film Chronopolis, où là aussi on est sur un professeur qui va animer des choses, puisque dans Chronopolis, il s'agit d'une ville où des personnes sculptent le temps, mais littéralement, ils sculptent des formes qui sont le temps, ce qui est quand même une définition du cinéma assez courante. Des auteurs qui ont un amour pour les objets et les formes figées, à laquelle on insuffle la vie, des choses qui me plaisent toujours parce que c'est toujours étonnant. Est-ce que vous aussi, vous voyez dans le cinéma une influence ou des filiations avec Jan Swankmajer? En bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Bien ou mal, je sais pas si je serais juge de ça, mais en tout cas, de films plus récents ou qui ne sont pas de Swankmajer et qui m'ont un peu ramené à ça. Déjà, il y aurait son fils, Václav Swankmajer, qui a fait très peu de films, mais je pense notamment à Svetlonos, The Torchbearer, le porteur de torches, qui était un court-métrage qu'il a réalisé en 2005 et qui, même s'il s'éloigne d'un inventaire d'obsession ou d'une exploration d'obsession matérielle, thématique, etc., déjà le film est également en stop motion. Et on retrouve aussi sans doute une sensibilité un peu surréaliste et qui, dans le récit, va vers sa perte, avec toute une question sur le cycle du jour et de la nuit, l'exploration d'un labyrinthe, un réinvestissement comme ça de mythes proches du Dédale, du Minotaure. Enfin, il y a toujours une présence menaçante dans ce labyrinthe avec les statues. Mais bref, donc, petite recommandation avant qu'on passe aux recommandations, d'aller voir le film de Václav Swankmajer. Et sinon, il y aurait d'autres cinéastes qui m'y font penser. Je trouve que Phil Tippett, par moments, notamment dans Mad God, dans les côtés décati, patinés et sordides, il peut y avoir quelque chose qui est pas si éloigné que ça de Swankmajer, en somme. Et plus encore, et je pense que là on serait vraiment sur un croisement entre Swankmajer et les frères Quay, c'est un duo de réalisateurs, j'ai plus leur nationalité, latino-américains, Cristobal León et Joaquín Cosina, qui avait réalisé donc La Casa Lobo, The Wolf House, La Maison Loup, qui est une réinterprétation, si l'on veut, du conte Le Petit Chaperon Rouge, mais qui serait infusée d'une histoire assez horrible, qui est celle de la Colonia Dignidad. J'ai pas envie d'entrer plus dans les détails de ce camp, il me semble qu'ils sont chiliens, parce que c'est un camp qui était au Chili, où un ressortissant nazi a, dans les années 60-70, échafauder une petite utopie avec tous les guillemets qu'il y a à mettre autour d'utopie. Et ce sont deux cinéastes qui, donc non seulement, un peu comme Swankmajer, vont aller vers plein de techniques différentes. En plus, ils vont, comme Swankmajer, avoir cet amour du plateau, en fait, d'une pièce dans laquelle toute l'action va se passer, un peu comme dans Jabberwocky, un peu comme dans pas mal de scènes de Quelque chose d'Alice. Ça va aller de la poupée en papier mâché à la peinture murale qui va évoluer petit à petit, à des animations de lumière aussi. Enfin, le film est vraiment assez époustouflant à plus d'un titre, même si, encore une fois, l'histoire est vraiment malaisante. Je parle du Petit Chaperon Rouge, mais c'est pas pour les enfants du tout. Ouais, je penserai à ces trois références-là, ces quatre cinéastes-là. Très bien. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite aux recommandations. Les recommandations, si vous connaissez la musique, c'est des œuvres qu'on vous conseille, mais ça peut être aussi des événements ou quoi que ce soit d'autre que l'on ait aimé. Avant de passer aux recommandations, peut-être un petit mot pour vous dire que En Intervalle est un podcast qui est hébergé par le Calvin Ball Consortium, une association bénévole, mais à laquelle vous pouvez souscrire au Patreon. Donc n'hésitez pas à donner de l'argent pour ce podcast et les nombreux autres qui sont hébergés par le Calvin Ball Consortium. Et n'hésitez pas non plus à noter ce podcast, envoyer des pluies d'étoiles sur les applications de podcast dédiées, des pouces en l'air sur YouTube, etc. etc. Alexandre? Il y aurait plusieurs choses. Dernièrement, vu que enfin l'animé de Adult Swim Uzumaki sortait, j'ai enfin passé le pas et j'ai lu le manga de Junji Ito qui m'a vraiment beaucoup plu, et j'en ai profité également pour voir le film de Higushinski qui est
très drôle d'adaptation qui est plus proche d'un Nobuhiko Obayashi que d'un Junji Ito. Enfin bon, c'est une drôle de curiosité. Sinon, ce qui est un peu ma Madeleine de Proust, ma petite zone de réconfort en ce moment, je rejoue à Wheel of Katamari, donc dans la version qui était sortie en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises, sur Steam. Donc Wheel of Katamari Reroll, qui est un remaster du jeu qui était originellement sorti en 2005 et qui faisait suite à Katamari Damacy, qui était lui sorti en 2004, donc il y a un jeu puzzle, action, arcade, enfin, c'est un peu indescriptible. Ça a été développé par Namco et notamment par un développeur qui s'appelle Keita Takahashi, qui fait partie en fait de ces créateurs de jeux vidéo qui sont assez identifiables. Il a un côté très très pop art, on pourrait quasiment le rapprocher en fait du Super Flat et de Takashi Murakami. C'est très coloré. Pour expliquer un peu le but du jeu, vous êtes en gros le prince du cosmos qui doit réparer les bêtises de son père, le roi du cosmos, et recréer des astres en enroulant sur une boule, une sorte d'objet un peu sphérique, le katamari, tous les objets qui l'entourent dans l'environnement. Généralement, ça commence par des petites pièces, par des agrafes, des choses minuscules, et on termine par enrouler des continents entiers. Le jeu a quelque chose d'assez boulimiquement capitaliste, c'est assez curieux, mais en même temps c'est quelque chose de très grisant. Et les musiques du jeu sont absolument géniales. J'ai négligé de noter le nom du compositeur, mais ça passe de la bossa nova à la pop japonaise énergique années 90-2000. C'est un peu à l'image du jeu, quoi. C'est un peu un condensé très éclectique d'influences très acidulées, très criardes. Voilà, je suis assez content de me replonger dedans. Agathe? C'est un film qui s'appelle Mermaids, qui date de 1990, qui est un film, je pense qu'on s'en fout un peu, de Richard Benjamin. Non mais en vrai, enfin, genre, il y en a 36 000 des gens comme ça. Je sais pas trop si sa filmographie est bien par ailleurs. Mais le film, lui, est vachement bien. Euh, c'est un film avec la chanteuse Cher dedans, je sais pas comment on dit, qui joue une mère qui clairement est toute seule, hein. Franchement, les gars avec qui elle a eu ses gosses, ils sont plus dans le coin, et qui est quelqu'un de mi-responsable, mi-chaotique, et qui, à chaque fois qu'elle a un problème dans la vie, déménage, ce qui n'apporte pas beaucoup de stabilité à ses deux filles. Et ces deux filles, elles sont jouées par Winona Ryder, qui est vraiment ado à ce moment-là, et par la minuscule Christina Ricci à l'époque. Ce qui est assez drôle, parce que Christina Ricci, je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné va prendre une place, qui va prendre même la place de Winona Ryder, mais pas du tout en mode affrontement entre deux nanas. Enfin, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'à un moment donné, la place que certains réalisateurs donnaient à Winona Ryder et à ce qu'elle pouvait jouer va être un peu donnée d'office à Christina Ricci. Enfin, je pense que ça dépasse les actrices elles-mêmes, mais juste l'industrie va un peu remodeler la place de Winona Ryder pour Christina Ricci. Enfin, ça, c'est juste un truc que je me dis des fois, mais c'est absolument fondé sur que des impressions en ayant vu des films ici et là. Et en gros, tout repose sur la narration et sur la voix off de Winona Ryder et de son personnage, qui est un peu une espèce d'ado dépressive qui s'entend pas avec sa mère, qui aimerait bien choper le gars qui fait sonner les cloches du couvent d'en face, qui est partagé entre le fait qu'elle aimerait bien le choper, mais en même temps, elle, son plan d'avenir, c'est de devenir nonne. Et Christina Ricci, elle, c'est une espèce de gosse surdouée en nage olympique et qui fait des records de plongée dans sa baignoire. C'est un peu un film foutraque qui se passe pas mal en automne. Un premier bon argument. Le deuxième bon argument, c'est que ça se passe dans le Massachusetts. J'ai un peu une passion pour cet endroit parce que j'ai beaucoup trop lu Sylvia Plath dans ma vie, qui a passé son enfance notamment dans ce coin-là. Et donc si vous lisez notamment les poèmes de Sylvia Plath, c'est quand même quelque chose d'important, notamment dans un des plus beaux poèmes de Sylvia Plath qui s'appelle The Babysitters, qui pourrait être un de nos favoris finalement. Et Mermaids, je crois que j'aime bien ce genre de film, et peut-être qu'on pourrait le rapprocher d'un autre film qui est plus connu, qui est de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites de Paul Newman, qui lui est quand même plus ancien, c'était un film de 72. Mais Ahmed, c'est beaucoup plus léger, hein, parce que de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, elle est clairement en dépression. C'est aussi une mère, et c'est aussi qui a aussi des filles, et c'est aussi une mère qui les gère pas vraiment, et c'est aussi quelque chose qui du coup génère de l'anxiété et de la colère et de la tristesse aussi chez ses enfants, et chez une de ses filles notamment, qui essaye de s'en détacher, puis qu'en même temps culpabilise un peu de vouloir se détacher de sa mère, etc. Peut-être que le film de Newman est quand même plus grave, ouais, moins léger, parce que la mère, c'est quand même quelqu'un qui aussi est en dépression, et c'est quand même un film qui parle aussi sur qu'est-ce que c'est que de grandir avec quelqu'un qui va vraiment pas très bien par un moment. Donc vraiment, Mermaids, vous pouvez le regarder en toute sûreté. Le film de Paul Newman, regardez-le
un autre jour que le dimanche. Enfin, je sais pas. Essayer de mieux les répartir dans la semaine que moi je ne le fais dans ma vie. Et Mermaid, c'est quand même plus léger et tranquillou. Mais je crois que c'est quand même un bon film. Voilà, c'était une recommandation qui repose sur mon existence ces derniers temps, qui consiste à regarder des films des années 90. Donc, bah écoutez, je vous ai donné le seul bon film des années 90 que j'ai vu et je vous épargne les 10 autres mauvais que je me suis enfilé avant de trouver celui-là. Voilà, Je le connaissais pas et ça me donne trop envie. c'est trop bien. Je suis sûre que ça vous plairait. Ma recommandation, c'est un film qui est tout aussi chouette, je trouve, qui s'appelle Oruurane The Cat Player de Mizuo Nishikubo, qui est un cours d'animation japonais. Donc on reste sur la thématique du podcast, l'animation sous toutes ses formes, qui est absolument adorable et réjouissant, qui est sur un jeune musicien qui devient l'élève, c'est encore une histoire d'enseignement, décidément, d'un vieil homme qui utilise des chats à la voix d'or comme instrument de musique. Mais je déconne pas, hein. Il utilise vraiment des chats comme des instruments de musique. Et quand il les caresse comme on caresserait un chat, c'est pas un ronronnement qui sort, c'est le chant magnifique d'une chanteuse à voix des années 80, quoi. Et avec ces voix de chat qui créent de la musique, il va y avoir une histoire qui est à la fois drôle et mignonne. Un film assez beau et simple, je trouve, sur la création, qui est pas non plus dénué d'amertume, qui est plein d'humanité lui aussi, mais là de manière très claire. Et qui a aussi au moins une séquence d'animation très rock'n'roll, super rigolote. C'est un film qui est simplement agréable et très très drôle, très chouette. Et ça se trouve facilement sur YouTube avec des sous-titres si vous parlez anglais. Ça dure 30 minutes, donc pas de raison de s'en priver selon moi. Foncez dessus, c'est vraiment super. Je plus sois. Cet épisode dans l'intervalle touche à sa fin. On se retrouve pour la prochaine fois. On remercie quand même Croquis pour le logo. Et d'ici là, ciao et bon vent. Salut. Bye bye.